redis bonjour encore une fois. Ensemble, nous allons voir la dernière partie de ce premier cours. Le titre de cette partie, en fait, cette partie va traiter des enjeux et des défis de l'économie numérique. Nous avons vu ce qu'était l'économie numérique, nous avons vu quelles étaient ses caractéristiques, ses acteurs, les secteurs qui la définissaient. Maintenant, nous allons voir quels sont les obstacles, je dirais. Ici, dans une vue positive, on dit les enjeux, mais en réalité, ce sont des obstacles qu'il faudrait résoudre le plus tôt possible parce que l'économie numérique va devenir de plus en plus un facteur important dans notre vie quotidienne et la moindre faille dans cette économie devient une faille majeure dans la vie quotidienne de milliards de personnes. Donc voilà, les Occidentaux aiment bien positiver les choses, donc les problèmes, ils appellent ça des enjeux et des défis. Quels sont les enjeux et les défis de l'économie numérique? On peut en identifier quatre. Il y a la sécurité des données et vie privée, c'est très important. Comment faire en sorte que la vie privée soit préservée lorsque le citoyen passe le plus quart de son temps sur Internet et sur des produits de l'économie numérique. Comment faire en sorte pour éviter que les cybercriminels puissent profiter de l'économie numérique et du tout connecté pour commettre des méfaits. Quelles éthiques faudrait-il avoir dans le cadre de cette nouvelle économie qui est très différente de l'économie classique, qui a ses propres éthiques, mais celle-ci a des éthiques qui sont différentes. Quelles sont-elles? Et au final, vu que l'accès à l'économie numérique demande un minimum de matériel et d'abonnement, ne serait-ce qu'un abonnement avec un fournisseur Internet, comment faire pour traiter les inégalités numériques? Comment faire quand une personne ne peut pas avoir accès, est trop pauvre pour avoir accès à ce type d'appareil et d'abonnement? Est-ce qu'il est exclu de facto de cette économie? Doit-il être en droit de posséder le matériel, les abonnements nécessaires pour entrer? Nous verrons certaines, euh, certaines idées qui commencent à être mises en place. Certains pays disent que une connexion Internet dans le futur devrait être un droit aussi bien que l'eau et le logement, même si l'eau et le logement aujourd'hui, même s'ils sont des droits, ne sont pas garantis pour tout le monde. Certains disent que pour éviter de créer une marginalité dans les sociétés futures, il faudrait que les appareils qui permettent l'accès à ces technologies soient démocratisés le plus possible. C'est ce qui arrive en réalité, hein. Les appareils sont de plus en plus démocratisés. Allons voir ces points. D'abord, nous allons nous intéresser à la sécurité des données et la vie privée. Il y a un point très important, c'est celle de la protection des données. L'un des principaux enjeux de l'économie numérique est la protection des données personnelles des utilisateurs. Les entreprises doivent garantir la sécurité des informations sensibles qu'elles collectent, stockent et traitent. Des lois telles que le Règlement général de la protection des données, le RGPD, de l'Union européenne imposent des normes strictes en matière de protection de données. Il faut savoir qu'en Algérie, depuis août 2023, nous avons une loi, la loi 1807, qui ressemble beaucoup à cette loi RGPD, qui oblige les acteurs de l'économie numérique qui traitent des données personnelles des personnes d'avoir un cadre légal dans lequel qu'ils doivent respecter, sinon ils peuvent s'exposer à des sanctions assez sévères. Donc là, le gouvernement algérien commence à s'éveiller aux problématiques des données personnelles, comment faire en sorte que la donnée des gens ne se promène pas sur Internet, ne soit pas l'objet de business entre entreprises, comment faire en sorte que quelqu'un qui a par exemple 1 million de numéros de téléphone avec nom et prénom, date de naissance, comment faire en sorte qu'ils ne soient pas tentés de les vendre à des publicitaires qui veulent faire de la publicité par SMS. Je suppose que vous avez tous eu le problème de d'SMS que vous recevez sur vos téléphones indésirables qui vendent des produits, des services, qui veulent vendre des choses. Vous posez la question d'où il a mon numéro de téléphone, d'où il me connaît, etc. Et bien tout simplement, votre information personnelle a été vendue à un moment ou à un autre par un tierce, par une personne à qui vous avez fourni ces informations. Il y a des cadres qu'il faut respecter. La RGPD en Union européenne sert à ça, la loi 1807 sert à ça aussi. Elle sert à définir exactement que faire de la donnée, comment les stocker, quel traitement on doit avoir, la proportionnalité dans le traitement, etc.
Nous avons aussi les attaques et violations de données. Ça fait partie aussi de la cybercriminalité. Donc, on va parler partie défenseur. Comment faire en sorte que les cyberattaques et les violations de données soient minimisées, parce qu'elles sont vraiment courantes. Les entreprises doivent se prémunir contre les menaces telles que les piratages, les rançons logiciels et les vols de données. Les atteintes à la sécurité peuvent entraîner des pertes financières, des atteintes à la réputation et des conséquences juridiques. Il faut savoir qu'en Europe, qu'en Occident, périodiquement, il y a une grande entreprise, Sony, des fois c'est Sony, des fois c'est Microsoft, qui voit les données de millions de personnes fuiter sur Internet. C'est des cartes de crédit carrément qui fuitent sur Internet. Des données qui permettent à des cybercriminels d'acheter des choses au nom d'autres personnes, avec très peu de protection pour ces gens-là. Euh, c'est un très très gros problème. Bon, vous allez me poser la question, vous me dites oui, mais si c'est aussi facile de se faire voler son identité bancaire et pour qu'elle se retrouve sur Internet, pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça, à demander des paiements en ligne sur Internet, etc. Ça fait partie de ce que j'appelle moi la balance bénéfice-risque. Les Occidentaux sont très au courant des risques qui existent face au stockage de ces données bancaires chez les privés qui peuvent se faire pirater à n'importe quel moment. Sauf que ils ont pesé le pour et le contre et se sont dit, OK, euh, quel est le gain qu'on a à avoir une facilité à stocker les cartes de crédit des gens chez les sociétés privées. Le gain, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, c'est 12 000 milliards de dollars par an. Voilà. Quelle est la perte en termes de piratage de tout ça? Allez, disons, soyons fous, disons qu'il y a 500 milliards de dollars qui disparaissent chaque année. En piratage, en vol, etc. 500 milliards de dollars. En fait, un occidental, qu'est-ce qu'il te dit? OK, je gagne là 12 000 milliards, je perds là 5 000 milliards, moins de 1%. Est-ce que je fonce? Oui, je fonce. Je vais vers le stockage de données bancaires chez les privés. Si elle me permet d'avoir 12 000 milliards, quitte à perdre 500 milliards, ça fait partie des risques. Mais le gain est trop important pour qu'il soit limité à cause de supposées violations futures qui devraient arriver. C'est ça, en fait, la mentalité quand les Occidentaux, lorsqu'ils décident d'une décision politique et économique, c'est la balance des bénéfices-risques. Ok, il y a un risque, mais est-ce que le risque est assez mesuré, assez contrôlé pour que le bénéfice le contrebalance? Très souvent, oui. Par exemple, en France, depuis quelques années, ils permettent le paiement sans contact. C'est-à-dire que tu prends la carte bancaire, tu la fais passer sur l'appareil de paiement et tu payes. C'est-à-dire que tu mets ni mot de passe, ni rien du tout. Tu mets rien du tout. À hauteur de 30 euros par jour. C'est-à-dire que si on te vole ta carte, quelqu'un qui te vole ta carte, il peut directement rentrer dans un restaurant, manger, payer et sortir. Le temps que vous partiez chez la banque et que vous bloquiez votre carte, c'est trop tard. Bon, maintenant, avec les applications, ça se fait plus rapidement. Mais disons que le temps que vous vous rendiez compte quand vous a volé votre carte, c'est déjà trop tard. On vous a volé 30 euros. On se dit, oui, mais c'est grave. Comment on autorise si peu de niveau de sécurité pour le paiement en ligne? Juste un paiement sans contact, sans mot de passe, sans rien du tout, sans PIN, sans rien du tout. Comment est-ce possible? Tout simplement, balance bénéfice-risque. Les autres, les spécialistes se sont penchés sur la question, ils se sont posé la question, OK, si on fait un paiement sans contact, quelle est la conséquence? On te dit, ouais, les gens seront beaucoup plus enclins à payer en ligne, on paye sans contact parce que c'est plus facile que d'insérer la carte, se souvenir du PIN, de l'entrée, attendre, etc. Faire juste un paiement sans contact va augmenter les paiements de petites sommes de 40%. C'est quoi 40%? C'est 400 milliards de dollars. OK. Donc, on va gagner 400 milliards. OK. Qu'est-ce qu'on perdrait en termes de vol, etc. On leur dit, oui, on va perdre 4 à 5 milliards de dollars par an. OK, donc les gens se feront voler entre 4 et 5 milliards de dollars par an. Oui, OK, ça représente combien? 1, 2%. Très bien, en France. La balance bénéfice-risque est favorable au paiement de contact en ligne. Parce qu'il faut savoir que sur les milliards de personnes qui utilisent le paiement de contact en ligne, une très faible minorité sont sujettes au vol. Ce n'est pas des millions de personnes qui se font voler leur carte bancaire. Donc, les gens qui profitent de ce paiement sans contact est largement supérieur aux gens qui sont victimes de ce paiement sans contact. Donc, c'est adopté. Toujours une mentalité des bénéfices-risques. Passons à la cybercriminalité.
Donc, la cybercriminalité, il y a plusieurs types. Il y a le vol d'identité. C'est de plus en plus facile aujourd'hui de voler une identité. Vous savez, il y a certains pays dans le monde où on peut créer une entreprise en ligne. Si vous arrivez à obtenir les données d'identité de quelqu'un, vous pouvez très facilement créer une entreprise à son nom. Il y a la fraude en ligne, comme le prince nigérian qui a besoin d'hériter de 20 millions de dollars qui va partager avec vous à 50-50 si vous le permettez d'héberger ces 20 millions de dollars dans votre compte pendant un mois. Voilà, il faut juste que vous payiez 2000 dollars pour que vous puissiez initier la procédure. Ça, c'est une arnaque très connue, l'arnaque du prince nigérian. Il y a des arnaques encore beaucoup plus rodées que celle-là, tout ce qui est des phishing avec les identités des banques, etc. Il y a des méthodes extrêmement évoluées pour vous voler vos données. Il y a la cyberintimidation par voilà, les gens qui prennent des données confidentielles, des données intimes, des photos, des vidéos, et qui commencent à faire du chantage. Il y a aussi le piratage informatique. Maintenant, aujourd'hui, il y a des rançons logiciels, un virus qui vous crypte qui vous crypte tout votre ordinateur et qui demande un paiement en Bitcoin en contrepartie du décryptage de vos données. Il y a la distribution de logiciels malveillants, des bots, etc. L'éventail de la cybercriminalité est extrêmement large et il y a du travail, vraiment du grand travail à faire pour limiter l'impact négatif de ces individus sur les entreprises et les gouvernements. Donc, la sécurité informatique, les entreprises et les organisations doivent investir dans la sécurité informatique pour se protéger contre les menaces cybercriminelles. Il faut être à jour sur les mises à jour des différents outils qu'on utilise en interne. Il faut toujours colmater les brèches, il faut toujours faire des tests, des pen tests, des audits de sécurité. Il faut toujours être à la page, voir quelles sont les nouvelles attaques qui sont apparues. Est-ce qu'on y est vulnérable? Si oui, il faut colmater, etc. Voilà, donc cela inclut l'utilisation de pare-feu, de systèmes de détection des intrusions, de la cryptographie. Il faut aussi faire des backups assez fréquemment pour pouvoir récupérer après un incident, après une attaque. Et surtout, former le personnel. Comme vous le savez, un mot de passe fragile d'une seule personne dans l'entreprise suffit largement à un pirate pour pouvoir hacker toute l'entreprise. Maintenant, on va s'intéresser au troisième point qui est l'éthique dans l'économie numérique. Euh, il faut, euh, il faut inculquer une philosophie d'éthique dans l'économie numérique vis-à-vis des entreprises qui doivent faire preuve on va dire, d'éthique et de modération dans la collecte, l'utilisation et la diffusion de données des utilisateurs. Cela va inclure la transparence quant à la manière dont les données sont utilisées et la garantie du consentement des utilisateurs pour le traitement de leurs informations. Il y a des lois qui obligent à ça, par exemple la loi RGDP en Europe et la 1807 en Algérie. Malheureusement, il y a toujours des contournements possibles par les entreprises. Par exemple, il n'est pas rare de trouver, lorsque vous allez accepter les termes d'une entreprise, un pavé de plusieurs milliers de pages que vous serez incapable de lire, ni même de comprendre ce qu'il contient. Et c'est derrière ces astuces juridiques que l'entreprise vous fait accepter tout et n'importe quoi dans le droit. Donc l'RGDP essaie de mettre des limites à ce genre de pratiques, mais les avocats de ces entreprises trouvent généralement toujours des failles pour pouvoir les contourner. Il y a aussi, avec l'explosion de l'IA depuis un an et demi, l'IA générative de type chat GPT et Bard, il y a aussi de plus en plus des voix qui se lèvent pour une responsabilité en matière d'IA. Parce que utiliser une IA soulève des questions éthiques, notamment la responsabilité en cas de décision automatisée. Si par exemple une IA prend une décision injuste, qui est responsable de cette décision? Est-ce que c'est la personne qui a codé l'IA? Est-ce que c'est la personne qui a entraîné l'IA? Est-ce que c'est les gens qui ont fourni les données à l'IA? Est-ce que c'est les gens qui ont généré malgré eux la donnée qui a été utilisée pour entraîner l'IA? C'est une vaste question juridique qui n'a pas encore été tranchée jusqu'à aujourd'hui. Les entreprises doivent s'assurer que leur système d'IA soit juste et transparente dans l'entraînement et dans pas mal de choses. Finalement, il y a aussi la question des inégalités numériques. Dans un monde qui est de plus en plus numérisé,
et où l'économie numérique prend de plus en plus de place. Comme je vous l'ai dit en début de cette partie, quelle est la place d'une personne qui ne peut pas s'offrir les appareils, les abonnements nécessaires à l'introduction pour s'introduire dans ce domaine? Quelqu'un qui ne peut pas se payer un smartphone, quelqu'un qui ne peut pas se payer une connexion Internet, est-il toujours considéré comme un citoyen dans un monde qui est entièrement numérisé? Là, il y a des pays qui sont en train de réfléchir à des législations qui rendraient l'accès à un smartphone et une connexion comme étant un droit fondamental au même titre que l'eau et que le logement. C'est des questions aussi qui sont d'actualité. Les gens qui ont un meilleur accès aux technologies seront-ils favorisés par rapport aux gens qui n'ont pas d'accès? Les opportunités seront-elles les mêmes pour toutes ces personnes, etc. Parce que dans le monde du 21e siècle, la justice serait une justice d'accès aux opportunités. Et le fait que les citoyens ne soient pas équitables face à l'accès à l'économie numérique est préjudiciable à toute la société. Voilà, donc cela va créer ce qu'on appelle un fossé numérique qui va limiter l'accès à l'information, à l'éducation et aux opportunités numériques, évidemment. Euh, Pareil, en ce qui concerne les compétences numériques, un enfant qui n'a pas accès à l'outil informatique dès son plus jeune âge se verrait handicapé à l'âge adulte en termes de compétences numériques, en termes d'accès à l'emploi. Comment faire en sorte que tous ces citoyens, dans leur jeunesse, puissent avoir un accès, on va dire, égalitaire face à ces technologies? Il faut pouvoir leur donner le droit d'avoir une montée en compétences égale à quelqu'un qui a les mêmes accès, qui a les accès complets à cette technologie. Donc, certaines personnes peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires pour utiliser efficacement les technologies numériques, ce qui limite leur perspective d'emploi et leur participation dans l'économie numérique. Beaucoup de pays occidentaux cherchent à inclure l'informatique dans les cursus scolaires de manière à, à- à essayer de combler le fossé en termes de compétences numériques entre les citoyens des différentes classes sociales. Voilà, donc c'est la fin de ce premier cours en 5 parties. On se voit, Inch'Allah, pour le deuxième cours qui va s'intéresser au modèle économique de cette nouvelle économie numérique. On verra qu'elles sont assez nombreuses et très intéressantes. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours.